Bienvenue dans cette nouvelle entrevue dans le cadre du coffret Couleurs du deuil. Je suis avec donc deux nouvelles formatrices du coffret, José Masson et Line Pion. Je vais les laisser évidemment se présenter dans quelques instants. Mais je vous rappelle le thème d'aujourd'hui. On va parler en fait de deux deuils qui sont peut-être un peu minimisés ou mal compris, que sont le deuil chez les jeunes et le deuil animalier. Et on a deux expertes aujourd'hui avec nous. On en est très très honorés. Et puis je vous rappelle pourquoi est-ce qu'on est tous réunis finalement depuis une semaine tous les midis sur l'heure du lunch ou l'heure de l'apéro en Europe de l'Ouest. Et bien c'est parce qu'on a tous envie de mieux traverser nos deuils, de les traverser de manière plus consciente, plus sereine, d'avoir des outils pour apprivoiser le manque laissé par la personne défunte ou par notre animal de compagnie, nous adapter au changement, comprendre le processus de deuil et toutes les émotions qu'on va vivre. Donc c'est pour ça qu'avec José, Line et 9 autres formatrices, on a créé donc le coffret Couleurs du deuil, un ensemble de 11 formations très complètes qui sont en ligne, que vous pouvez écouter pendant un an. C'est en vente jusqu'au 20 novembre, donc ne tardez pas trop. On couvre énormément de sujets, les émotions, les chaos, les résistances, les rituels, le perte donc chez les jeunes, le deuil animalier, l'acceptation, le cadeau caché sont des formations qui sont vraiment pratico-pratiques et qui vous donnent des outils vraiment pour avancer et pour être plus sereine, plus serein dans votre deuil. Alors, sans plus attendre, je me tourne donc vers nos formatrices. Si vous avez des questions pendant l'entrevue, n'hésitez pas à nous le faire savoir, soit dans la partie chat, soit dans la partie conversée, puis je les poserai au fur et à mesure à nos formatrices. Alors, on va commencer par toi, José. José Masson, tu es fondatrice et présidente directrice générale de Deuil Jeunesse. Bonjour, José. Bonjour. Alors, José, j'aimerais peut-être que tu nous, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, que tu nous expliques un petit peu ton parcours et comment tu es arrivée comme ça à créer Deuil Jeunesse. Alors, moi, je suis travailleuse sociale de profession. Ça fait 26 ans. J'ai travaillé dans le réseau de la santé et des services sociaux et j'ai rapidement réalisé le malaise et la difficulté qu'avaient les intervenants, les parents, les adultes en général à aborder la mort, le deuil auprès des enfants et des adolescents. Alors, j'ai fait vraiment beaucoup d'interventions auprès de ces jeunes-là pour réaliser finalement qui avait vraiment un manque de services, mais qui avait aussi un grand besoin. Tu sais, ça aurait pu qu'il n'y ait pas besoin, puis qu'on se dise par la suite, bon, pas besoin de faire des services, mais au contraire, les jeunes disaient, les adultes nous volent notre histoire, ils nous disent n'importe quoi, ils nous mentent. Alors, j'ai décidé de poursuivre cette route-là et éventuellement de laisser le CLSC pour créer l'organisme Deuil Jeunesse. Et là, ça fait combien de temps déjà? 14 ans. 14 ans. Ouais, écoute, c'est vraiment une belle mission. À toi, donc, Line Pion. En fait, Line, tu as... Ah oui, il faudra changer le petit nom, mais bon, c'est correct. Tu pourrais renommer ta petite... Je pourrais juste cliquer et mettre son J'ai nom. ton lien. OK, je Ah, clique. c'est bon, bon, c'est pas grave. Donc, on est bien avec une seule José Masson et une seule Line Pion. Line, tu es fondatrice de Deuil Académie en pleine conscience, spécialiste en gestion du deuil animalier. Alors, raconte-nous aussi un petit peu ton parcours. Oh my God. Moi, c'est du parcours très terrain que j'ai, plus beaucoup de lectures, plus beaucoup de formations qui ont fait que j'ai abouti dans le domaine du deuil. Puis, partout où j'ai travaillé auparavant, là, j'étais toujours la référence pour les aider, pour les accompagner, leur dire vers qui aller pour être mieux dans leur deuil. Parce que moi, mon objectif, ça a toujours été de permettre aux gens de vivre la suite de ce deuil-là, puis même le deuil le plus sereinement possible. Puis en commençant par moi, bien entendu, puis après ça par ma fille, parce qu'elle en a vécu aussi des assez compliqués quand elle était jeune, d'où le premier livre que j'ai écrit. Puis après ça, j'ai été contactée par quelqu'un en France pour m'impliquer au niveau du deuil animalier. Moi, j'ai toujours eu des animaux de compagnie et je ne voyais pas tant le besoin. Puis un peu comme José disait, bien, il y en a un besoin. Il y en a un gros besoin. Puis au fur et à mesure que j'apprends encore là-dessus, là, puis j'en discute avec des psychologues, des travailleurs sociaux. J'ai même parlé dernièrement avec une psychiatre. Puis c'est plus profond qu'on pense. Que mon objectif, c'est de sensibiliser les gens à cette réalité-là. Puis j'ai quelqu'un à l'ordre des psychologues qui disait, ben, Madame Pion, ouvrez la voie, puis on vous suit. Fait que, ça fait du bien. Ça fait du bien.
Superbe. Alors, on va discuter un petit peu aujourd'hui avec toutes les deux de quelques sujets que vous abordez dans votre formation. Évidemment, on ne pourra pas tout couvrir, et puis ce n'est pas le but non plus, parce qu'on laissera les gens en découvrir plus. Mais déjà, José, je voudrais qu'on regarde un petit peu avec toi quelles sont peut-être les idées reçues par rapport au deuil chez les jeunes. Ah, ton micro. Mais oui, hein. Bon. On est parti. Toujours une fois. En fait, les idées qu'on a, c'est que les jeunes ne vivent pas le deuil, qu'ils n'ont pas de peine quand ils recommencent à jouer, qu'ils ne comprennent pas, qu'ils n'ont pas besoin d'aller au salon funéraire parce que ça va être traumatisant, qu'on est mieux de ne pas leur dire la vérité parce que c'est trop difficile, que ça pourra venir plus tard. Les idées que la société a en général, c'est de surprotéger en contexte de deuil et de mort et de future mort, parce que parfois on est dans la maladie, hein, puis il y a une mort, de protéger, de conserver les informations loin des enfants pour qu'ils en vivent le moins de séquelles possible. Ça, c'est ce qu'on vit. Je peux donner des exemples très concrets, là. C'est, exemple, on ne va pas dire que papa est mort, on va y aller plus dans les croyances, par exemple, parce que ça fait moins mal de dire il est au ciel que de dire il est mort. On va les exclure des décisions par rapport au rite funéraire, exemple. On va ne pas leur dire ce à quoi ils vont assister ou leur dire à la dernière minute, ou même parfois, on va les faire garder pour pas qu'ils aient accès au rite funéraire. On peut aussi mentir. Dire que papa est mort d'un accident alors que c'est d'un suicide. Alors ça, c'est des tendances qu'on a vraiment. Moi, je pensais un jour que ça allait se transformer. Puis les gens, même en 2022, ça reste. C'est comme si on veut préserver nos jeunes en pensant que de leur servir leur histoire va être plus souffrant, mais en fait, c'est de ne pas savoir qui est le plus souffrant. Alors, ces idées-là, ils font du bien aux adultes, mais ils ne font pas du bien aux enfants ni aux adolescents. Puis le jour où ils découvrent, le problème, c'est la confiance en l'adulte qui est souvent perdue. Puis ça, on joue gros avec ça, malheureusement. Donc, des idées comme ça, là, il y en a, je pourrais vous en parler des centaines. Il y en a plein. Mais ils sont toutes dans le même sens, c'est ne pas dire la vérité ou embellir la vérité pour éviter de la douleur. Mais les parents ne le font pas de mal, en fait. C'est vraiment pour surprotéger, comme tu dis, en fait. On surprotège parce qu'on aime. En fait, c'est des maladresses d'amour. Moi, c'est comme ça que j'ai toujours appelé ça. C'est des maladresses d'amour. Tu le fais parce que tu aimes, parce que tu veux que l'enfant aille bien, tu veux que ton enfant ne souffre pas trop. Alors, moi, j'ai toujours appelé ça comme étant des maladresses d'amour. S'il n'y avait pas d'amour, on dirait papa s'est suicidé, puis on ne se dérangerait pas avec ça. Il n'y aurait rien là. Mais de trop surprotéger, malheureusement, ça a un effet inverse. Et cet effet inverse-là, c'est celui qui va être le plus difficile à désamorcer en intervention. Vraiment le plus difficile. Parce que ça va de redire la vérité. Tu sais, ça va 6 ans plus tard de redire à un enfant, non, finalement, ta mère, elle a voulu te protéger, elle t'a pas dit la vérité parce que, puis voici la vraie histoire. Ça va, ça. Mais c'est ensuite ce que ça laisse, c'est qu'est-ce qu'elle m'a caché d'autre dans ma vie? Si elle m'a caché la partie la plus importante. Et c'est la perte de confiance en maman. Ce que ça peut engendrer, c'est la perte de confiance en le directeur d'école, le policier qui m'arrête. Et là, ça va avoir des répercussions longtemps. Donc, c'est le grand risque et c'est ce qu'il faut vraiment qu'on évite avec les jeunes. Très intéressant. Donc, finalement, ça a un impact beaucoup plus grand que ce qu'on peut penser, puis à long terme. Ah, à long terme. Je suis obligée de dire, moi, pour la vie. Je suis obligée de dire pour la vie. Parce que tu ne te rappelles pas juste de la mort de ta mère, tu te rappelles de ce que les autres en ont fait et de ce qui s'est passé autour de toi. Et ça, c'est souvent plus blessant que la mort d'une maman à l'état pur. Puis je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas grave, la mort d'une maman, mais tout ce qui se passe en périphérie, ça va venir interférer et souvent rendre ça encore pire, plus douloureux, plus difficile.
C'est dans les yeux des autres, puis dans la confiance que les autres ont à ton égard, ou le respect même que les autres ont à ton égard, que tu vas développer ce qu'on appelle, hein, le terme populaire, la résilience. Mais si ce que tu reçois des autres, c'est tu es trop jeune pour comprendre, tu es trop jeune pour avoir accès à ton histoire, comment veux-tu développer ça? Tu peux pas. Tu peux pas mettre ça. Tu peux pas. Très intéressant, oui. Alors, je me tourne vers toi, Lynn, au niveau du deuil animalier. Hein, je pense qu'on entend encore souvent, tu sais, quelqu'un, mettons, qui a perdu son chat, son chien, et puis qui pleure, évidemment, qui est effondré, et d'autres lui dire, bah, écoute, c'est juste un chien, là, reviens-en. Là. Hein? Est-ce que tu l'as souvent entendu, ça, Lynn? Oui, puis encore en 2022, là. C'est assez incroyable, d'où la mission que j'ai de faire reconnaître ce deuil-là. Un peu comme, puis c'est un deuil que je mets souvent en parallèle, le deuil périnatal, qui est un deuil tabou, qui est un deuil qu'on ne connaît pas tant, que les parents qui vivent ce deuil-là ont de la difficulté même à nommer parce que ce n'est pas simple. Puis c'est sûr, c'est que les gens, l'entourage, la société ne connaît pas le rôle que l'animal peut jouer pour la personne qui est endeuillée. Et des rôles, là, il y en a presque autant qu'il y a des gens. Donc, c'est assez, je vais dire hallucinant, mais de voir ce qu'apportent ces animaux-là, puis le rôle qu'ils jouent, puis comment ils ont été importants dans leur vie. Puis, il y a des études qui ont été faites, là, comme quoi ce deuil-là peut être aussi dramatique que le deuil d'un être humain. Là. Donc, c'est pas un deuil à mettre en dessous d'un tapis, là, puis faire semblant que ça n'existe pas. Puis, c'est souvent un des premiers deuils que vont vivre les enfants. Donc, je suis touchée aussi par ça, parce que par la vérité à nommer aux enfants, à l'implication qu'ils peuvent avoir aussi au niveau de la décision, hein, si l'animal est vieillissant, si l'animal est malade. On ne fait pas semblant qu'il va bien aller, puis que les enfants partent à l'école, puis qu'ils reviennent, puis il s'est sauvé, ou parce que c'est, comme Josée disait, ça crée plus tard des liens de confiance qui sont un peu, je dirais, déchirés, brisés. Là. Fait que j'ai quelqu'un qui me disait qu'elle a appris à 20 ans que son animal, il ne s'était pas sauvé, puis ses parents avaient été le porter à un voisin, mettons, 3 rangs plus loin, là, puis qu'elle n'avait jamais vu. Puis elle, toute sa vie de jeune enfant, mettons, là, de 8 à 20 ans, pensait qu'il s'était sauvé, puis c'était triste, mais quand elle a appris les parents avaient été le porter, elle s'est mise, comme Josée disait, exactement ça, à douter de ses parents. S'ils m'ont dit ça, qu'est-ce qu'ils m'ont dit d'autre qui n'était pas vrai? C'est quelque chose, là, quand même, là. Fait que, tu sais, c'est ce premier deuil-là aussi, je pense que je veux dire, je ne sais pas si tu l'as nommé, mais c'est souvent ce premier deuil-là qui va colorer les autres deuils. On parle de couleur du deuil. Qui va colorer les autres deuils de sa vie. Comment il va s'être senti, l'enfant, puis comment, tu sais, l'enfant, si on parle de jeunes enfants, c'est des éponges. Fait que comment il va s'être senti entouré, écouté, reconnu dans son deuil, puis comment il va avoir vu ses parents réagir à ce deuil-là aussi. S'il voit ses parents qui font semblant que tout va bien, puis que devant l'enfant, ils soutiennent, puis l'enfant, il va se dire, OK, devant les autres, il faut faire attention, il ne faut pas que j'en parle. Puis ça va faire un adulte plus tard qui va se rouler en boule quand il revient du travail parce qu'il y a de la peine, puis qu'il va pleurer, il va sucer son pouce, mais que devant les autres, ça va faire, ça va bien, puis tout est correct. Là. Fait que c'est se rappeler ça, puis les adolescents aussi. Là, c'est souvent un des premiers deuils que les jeunes vont avoir à vivre. Si, je veux dire, à quelque part, s'ils ont eu le privilège de côtoyer un animal de compagnie. Parce que je ne sais pas si vous avez des animaux, vous deux, là, mais souvent, l'animal rentre soit en même temps que l'enfant ou un petit peu après, fait que ça devient son body, là. C'est son meilleur ami, là. Fait qu'il en sait des choses, puis c'est souvent cet animal-là qui va avoir donné confiance à l'enfant, qui va avoir responsabilisé l'enfant. Il va avoir appris plein de trucs avec cet animal-là, là, qui vont y aider pour sa vie d'adulte aussi. Là. Fait que c'est important de ne pas le banaliser.
Puis j'aurais envie de faire du pouce parce que c'est justement dans le deuil animalier que se créent les premières grandes maladresses d'amour des adultes. Puis on manque beaucoup d'occasions de faire de l'éducation à la mort. Exemple, un poisson rouge qui meurt. Combien il y a de parents qui vont faire là, toutes sortes de scénarios, cacher l'aquarium, attendre que les enfants repartent, vont jeter le poisson, aller en acheter un qui ressemble au même, juste pour ne pas avoir à dire le poisson est mort. Dès ça, là, on décèle l'impact du tabou, l'impact des mythes, puis on perd des magnifiques occasions d'en parler. Parce que OK, ça se peut, premièrement, ça se peut qu'un poisson, ce soit important pour un enfant, puis ça se pourrait que ce soit juste une décoration. Mais même si c'est juste une décoration, parlons quand même de la mort. Parlons-en quand même. Puis l'exemple que Lynn apportait tout à l'heure, quand tu es jeune puis que tu penses que ton chien est perdu, tu mets tous les efforts pour le retrouver. S'il s'est sauvé, tu n'es pas dans le deuil, tu es dans la recherche pour savoir d'où il est. Quand tu sais qu'il est mort, tu arrêtes de chercher et tu vis ton deuil. C'est la même affaire avec les êtres humains. Si on dit « on a perdu grand-maman », mais nous, les adultes, on sait que quand on dit ça, c'est que grand-maman est morte. Mais l'enfant, lui, avec le développement de son cerveau, est-ce qu'il sait vraiment ça? Vous seriez surpris de savoir à quel point il y a des enfants qui attendent le retour juste parce qu'on n'a pas osé dire « grand-maman est morte ». On a dit, on l'a perdue, elle est partie. Bien, c'est parti, elle va revenir. Fait qu'on met des enfants en position d'attente et de recherche, alors que tout ce qu'on pourrait faire, c'est d'accueillir leurs émotions. Mais ils ne peuvent pas en avoir d'émotions. Puis là, on dit, ils sont donc bien forts, mais ils ne sont pas forts. Ils ne savent pas la réalité. Alors, c'est tout ça là, qui rentre en ligne de compte. Dans mon TEDx, je disais, les enfants, ils naissent sans tabou. Eux autres, ils n'en ont pas. Ils ont zéro tabou, zéro pin barre. Puis moi, je suis allée dans des écoles, puis j'ai trouvé ça tellement drôle de voir les réactions des enseignants quand les enfants parlent de leur deuil, qui ont un petit frère qui est mort, puis après ça, il est né en petite sœur. Tu sais, eux autres, là, c'est correct. Puis j'ai fait de la suppléance pendant des années, puis moi, je me permettais dans ce temps-là de parler de la mort, de parler, d'apprécier pendant qu'ils sont vivants, les gens. Puis c'est ce que je faisais avec ma fille. Ma fille avait 5 ans à l'époque. Fait que quand je faisais de la suppléance avec les jeunes, je faisais ça. Puis les enfants, ils réalisaient. Moi, je voyais ça leur manquait de parler de ça. Tu sais, je recevais mais pas moi, la direction recevait des mots des parents des fois, que c'est ça, cette suppléante-là qui parle de deuil, de mort, puis d'apprécier ses parents pendant qu'ils sont vivants. Puis ça dérangeait, mais c'était pas méchant. C'était vraiment les enfants, eux autres, là, tout le temps qu'on en a parlé, eux autres, ils n'en avaient pas de problème. Mais c'était les parents qui recevaient les enfants qui revenaient de l'école puis qui leur disaient toute leur affaire. C'était les parents là, qui étaient qui étaient dérangés. Je dis, ça, moi, à cette heure, c'est ça. Oui, puis comme on l'a dit depuis une semaine qu'on fait les entrevues, c'est même en 2022, le deuil est encore tabou. On pense que de parler de la mort, ça va l'attirer chez nous. Ben oui, mais c'est pas une maladie contagieuse. Tu sais, non, heureusement. C'est ça, là. Le deuil est tabou, mais je pense que ce qu'il y a de pire, c'est qu'il est méconnu. Et les gens pensent que tout le monde passe par la même voie. Et ça fait mal aux endeuillés parce qu'on se fait dire, ben voyons, tu devrais avoir recommencé à travailler. Puis là vu qu'on parle du deuil chez les jeunes, là, pour ma part, là, ah oui, tu es déjà retourné à l'école ou ah ouais, tu ne retournes pas à l'école. Tout le monde juge parce qu'on pense qu'il y a une façon. Et on ne visite pas le cœur de l'enfant ou l'adolescent endeuillé. On pense que le deuil, c'est ça, puis que tout le monde devrait, après 1 an, ne plus pleurer, être performant, être... Il y a une recette magique pour tout le monde. C'est tellement pas ça. Fait que je pense qu'il y a le tabou de ne pas vouloir en parler, ça, c'est une chose, mais je crois que la méconnaissance, elle est encore plus impactante et fait encore plus mal. Puis le temps d'arrêt que demande un deuil, tu sais, c'est moi, je dis souvent, allez-y à votre rythme.
prenez un temps, arrêtez-vous, prenez un temps d'arrêt. Ça ne veut pas dire que tu es obligé d'arrêter complètement tout ce qui est toute ta vie, là. Le deuil, c'est une partie de ta vie. Ce n'est pas ta vie au complet non plus. Ça va affecter plein de facteurs, mais ce n'est pas toute ta vie. Et qu'est-ce que tu peux faire pour prendre soin de toi par rapport à ce deuil-là? Qu'est-ce que tu peux faire à ton rythme, là? Pas selon le rythme. Moi, j'appelle ça les gérants d'estrade, là, les autres, là. Parce que quand on parle de deuil animalier, c'est tellement banalisé, puis tout le monde sait quoi faire, puis tout le monde sait quoi dire, puis c'est supposé, après 3 jours, d'être correct, là. Puis, c'est pas ça. Puis, même, j'ai fait une rencontre dernièrement avec une psychologue, on jasait devant des gens, puis elle disait, je pense pas que le deuil animalier, ça puisse durer longtemps. Puis, elle a été très, très, très surprise de voir que, ben oui, il y en a que ça peut prendre 1 an, 2 ans, 3 ans. Parce que quand la personne, c'est un des facteurs qu'on oublie, là, mais quand la personne, quand elle perd son animal, quand son animal décède ou elle doit s'en séparer pour X raison, il faut tenir compte de l'état dans lequel elle est là. Et ça, si elle n'allait pas bien, ça vient de perdre son emploi, ça va être des facteurs qui vont jouer aussi, là. Ça fait plus de trucs à gérer dans sa vie, je dirais, là, tu sais. Fait que ce deuil-là vient en rajouter. Fait que c'est comme pas simple, là, pour cette personne-là. Et je ne dis pas que c'est impossible, mais pas simple. Tu sais, c'est ça aussi qu'il faut penser. Puis les gérants d'estrade, ben, eux, ce qu'ils voient, c'est l'animal qui est décédé. Il n'est plus dans son milieu de vie, point, puis c'est correct. Reviens-en. Va t'en chercher un autre. Tu sais, ça se dit encore. Exactement. Alors, Lynn, je me permets de lire un message, puis ça m'a assez émue parce que je le lisais pendant que tu parlais. C'est Doriane en France qui nous dit « Il y a actuellement une campagne des vétérinaires pour dire l'importance d'accompagner son animal lorsque sa fin de vie est programmée. L'animal est un être vivant et a besoin de la présence de ceux qu'il aime et de ceux qui l'ont aimé. Les vétérinaires disent qu'au moment de l'acte, s'il est seul, il cherche du regard les siens, ce qui n'est pas le cas lorsqu'ils sont présents. » C'est fort, ça aussi. Et les vétérinaires sont de plus en plus sensibilisés à ça, de tenir compte de la personne quand elle va faire euthanasier son animal. Ils peuvent allumer un lampion pour dire qu'il y a quelqu'un qui est dans une salle d'euthanasie. Il y a certains endroits qui vont permettre à la personne de sortir par une porte arrière pour pas qu'elle ait le regard des gens dans la salle non plus, tu sais, qui font pitié, puis elle souffre déjà assez. Puis, il y a plus en plus de formations, de gens qui veulent se former à ce deuil-là. Moi, je m'en vais en France au mois de mars pour former des gens qui accompagnent le deuil. Et puis, je vais aller faire des conférences là-bas. J'ai des amis vétérinaires en France aussi que je vais rencontrer. Donc, ça devient de plus en plus reconnu comme deuil. Ils vont laisser de moins en moins les personnes partir de ce milieu, de cette salle d'euthanasie-là, juste avec la laisse ou juste avec la cage, où ils vont pouvoir mettre un document pour dire vous n'êtes pas seul, il y a quelqu'un, il y a des organismes, il y en a qui sont gratuits, il y en a qui sont payants, mais il y a de l'accompagnement qui est disponible maintenant. C'est important de savoir aussi. Puis il y a des lignes d'écoute en France aussi sur qui vont pouvoir accompagner. Et puis il y a une grosse campagne en ce moment en France aussi sur justement le deuil, que les gens en deuil ne sont pas seuls, qu'il y a des ressources parce qu'on l'a vécu pendant la Covid. Hein. C'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas fait leur deuil, qui ont laissé partir leurs parents, leurs grands-parents tout seuls dans un lit d'hôpital. Donc il y a beaucoup d'endeuillés qui n'ont pas eu la chance de pouvoir entamer même leur deuil. Oui, mais au Québec, ça existe aussi. Là. Il y a beaucoup ben, Josie en est une. Mais il y a beaucoup d'organismes qui en font aussi. Là. Il y a Montbourquette qui travaille beaucoup là-dessus, qui font des recherches aussi. Puis la pandémie, hier, je parlais avec quelqu'un, puis je disais, ben, le beau de la pandémie, c'est que ça a permis aux gens de réaliser qu'un deuil, ça existe. Puis peut-être de mieux réaliser que ce n'est pas quelque chose qui se vit. Tu sais, tout le monde était plus dans la lenteur pendant la pandémie. Fait que je pense que les gens ont réalisé que, ah mon Dieu, ça leur prenait ce temps-là pour apprivoiser ce deuil-là.
Puis, ils ont réalisé que là, ils n'ont plus tant les profs et tout ça. Fait qu'ils ont eu à parler avec leurs enfants, leurs ados aussi, là. Fait que je pense que ça a été quelque chose qui a permis à monter sur la vague du deuil là, au niveau de popularité, si on peut dire. Toi, José, est-ce que les écoles, tu penses, sont de plus en plus sensibilisées à ça, le deuil Pas à la les mort? écoles. Il y a des enseignants que oui, il y a des directions que oui, mais pas les écoles. J'arrive, moi aussi, là, j'arrive de la Bretagne, j'étais allée faire une tournée de conférences, de formation. J'ai eu une demi-journée avec des gens des écoles. Il y a vraiment des façons c'est différent dans chaque école, le traitement du deuil, l'accueil d'un enfant endeuillé ou le traitement de la mort d'un enfant dans notre école. Puis ce qu'on voit, c'est que ce n'est pas un alignement d'école. Il y a des enseignants qui sont à l'aise ou pas à l'aise. Et moi, je travaille très fort, même au Québec, là, à établir des protocoles parce que il y a une grande injustice dans être endeuillé dans un quartier puis avoir un bel accueil. Le même frère est dans une autre école puis il est mal accueilli. On peut pas, ça, je ne comprends pas ça. Ce n'est pas une question personnelle. Le deuil, c'est pas l'accompagnement du deuil, ce n'est pas une question de gros bon sens. Il y a une façon de le faire. Il y a une façon d'accueillir un jeune qui vient de vivre sa mère. Il y a une façon de traiter de la mort d'un jeune dans une école ou même d'un enseignant qui meurt dans une école. Et ça devrait être le même traitement partout. Et là, ce qui se passe, c'est qu'on mélange tout ça. Il y a vraiment... on n'est pas dans une priorité. On ne parle pas de priorité parce que c'est rare que ça arrive. Tu sais, souvent, là, je vais me faire dire par des directions, oui, mais ça arrive une fois par 2 ans, par 3 ans, puis moi, j'en ai jamais eu dans ma carrière. Ça fait 25 ans que je suis directeur. Oui. Le jour où ça va arriver, c'est un chaos total. Et c'est là, puis là, je reparle encore de maladresse d'amour, mais c'est là qu'il va se créer des maladresses et des choses parce que ça n'a pas été réfléchi avant. De toute façon, là, toutes les recherches vont démontrer que plus on a parlé de la mort avant, plus on s'est préparé à sa possible présence dans nos vies, dans les petites vies de nos petits-enfants, tout ça, bien, plus quand ça arrive, pas que c'est facile, mais tu l'approches différemment. Tu es capable de faire des références à des discussions, des références à des choses que tu t'es imaginées, des références. Alors, je donne juste un exemple. Un enfant qui a visité un salon funéraire avant que sa mère meure, ça va avoir une influence sur son deuil. Parce qu'il n'y a pas à tout apprendre des rites le jour où sa mère meurt. C'est pas de l'inconnu, c'est ça. Oui. Donc, on gagnerait à ce que nos écoles intègrent la mort, le vocabulaire de la mort, des rites, et même, tu sais, moi, je n'aurais aucun problème à ce qu'on fasse des visites de salons funéraires et de complexes funéraires avec les enfants. Mais tout à l'heure, Lynn le disait très bien, quand elle était elle-même remplaçante, les parents vont s'indigner de ça parce que qui a de la misère avec la mort? Ce n'est pas les enfants, c'est les adultes. C'est les adultes qui ont de la misère. Alors, la première chose qui va se passer, c'est que, premièrement, moi, je suis épatée négativement là, quand je donne des cours d'éducation à la mort dans les écoles et que là, les directions nous disent, bien là, il va falloir qu'on envoie un courriel pour que les parents nous donnent leur accord. Parler de mort à des secondaires 3, des jeunes du secondaire 3, OK? Alors là, pour nos amis européens, là, on peut y aller avec des âges, là, des jeunes de 15 ans, 14 ans. Puis alors à 14 ans, tu peux aller voir un médecin. Tu pourrais avoir une pilule anticonceptionnelle, mais on ne peut pas parler de mort, on a besoin de l'accord des parents. Mais moi, je trouve ça incohérent. Oui, vraiment. Alors, non, les écoles ne sont pas encore ouvertes, malheureusement. J'aimerais tellement ça parce que je pense que ça changerait énormément de choses parce que l'enfant qui a eu un cours d'éducation à la mort va venir éduquer son parent à en parler parce qu'il va en parler le soir. Puis il va dire, toi, maman, tu veux-tu la crémation ou tu veux être enterrée? Là, ça va donner mal au cœur à la mère, OK? Ça va la faire réagir. Mais, wow, ça va être magnifique ce qui va ressortir de ça.
Et le jour où maman meurt, l'enfant ne se pose pas de questions sur les dispositions du corps, il va être dans son deuil. Pas à se questionner qu'est-ce qu'il peut faire puis qu'est-ce que maman aimerait. Tellement vrai. Bien Ouais. d'accord, bien d'accord. Et José, Lynn, j'imagine que tu seras d'accord aussi pour avec un animal de compagnie, quand par exemple on voit que l'animal commence à être peut-être dans ses derniers mois, d'en parler avec Ah l'enfant oui, avant oui, d'attendre. j'en parle dans mon livre aussi. Là, c'est hyper important parce que moi, j'avais suivi une formation avec Josée à l'époque, puis elle disait les enfants aiment ça être là quand on fait des belles activités, faire partie de la gang, puis tout ça. Puis, ben, c'est la même chose au niveau de la mort, au niveau du deuil. Tu sais, c'est pourquoi là, on les mettrait de côté. Puis moi, c'est intuitivement avec ma fille, c'est ce que, quand mes parents sont décédés, c'est ce que j'avais fait. J'en avais parlé avec ma fille, j'avais expliqué. Puis, fait que c'est hyper important. Puis quand on parle d'animal, là, je fais ça parce que mon chien est là. Mais quand on parle d'animal de compagnie, tu sais, cet animal-là, c'est le body des enfants, c'est un grand ami des enfants. Puis, c'est pas fou, un enfant, ça réalise là, si l'animal va moins bien, s'il court moins, s'il joue moins qu'il jouait. Fait qu'on peut y en parler, qu'on est allé voir le vétérinaire, puis que là, il va y avoir des décisions à prendre. Puis, on parle pas, on prend les vrais mots. C'est toujours, les enfants, c'est pas des cons. Moi, j'ai été famille d'accueil pendant des années et j'ai adoré de voir comment c'est intelligent des enfants. Je le savais déjà, mais encore plus là. Tu sais, de voir cette aptitude-là à intégrer, puis à vouloir comprendre. Puis quand ils ne comprennent pas, ils posent des questions. Ils sont pas fous. Fait que de dire que là, ben, il va falloir le faire euthanasier. Puis là, l'enfant, il va poser des questions. C'est quoi euthanasier? Puis on a le droit d'expliquer c'est quoi aussi. Tu sais, moi, je participe à des livres là, où c'est très bien expliqué. Dans mon livre, j'en parle aussi. Puis les vétérinaires, on a le droit de contacter les vétérinaires pour voir s'ils peuvent l'expliquer. Si le parent n'est pas à l'aise, là, ben, peut-être pas le vétérinaire parce qu'il manque un peu de temps, mais il y a peut-être une technicienne qui peut être disponible pour répondre aux parents puis à l'enfant. Elle peut le faire comme ça, là, par visio. Là. Pas obligé d'aller chez le vétérinaire, puis elle va se le faire expliquer. Puis il y a plusieurs vétérinaires maintenant qui acceptent que l'enfant aille pour l'euthanasie. Puis, quand c'est bien expliqué avant, quand le parent puis, a expliqué à l'enfant, puis l'ado, on explique aussi, quand c'est bien expliqué, puis on peut demander, tu veux-tu y être, tu ne veux pas y être? Puis, est-ce que tu veux, tu sais, il y a 2 injections pour les animaux. Donc, est-ce que tu veux rester pour la 2e injection, qui est souvent l'injection qui fait que l'animal va mourir? Donc, est-ce que tu veux rester pour la 2e ou tu veux-tu revenir une fois qu'il sera décédé, une fois qu'il sera mort? Puis ça, de permettre à ce jeune, puis à cet ado-là de choisir, c'est fantastique. Puis quand il revient après, ben là, il peut y faire les câlins, il peut y toucher, puis là, il va voir la différence aussi. Tu sais, son chien était vivant, il était chaud, il était encore heureux dans ses yeux de le voir. Ben là, je parle d'un chien, mais ça peut être un chat là, aussi, peu importe l'animal. Mais après ça, il va voir que souvent les animaux, quand ils décèdent les yeux ouverts. Donc, il va voir qu'il y a un regard vraiment fixe. D'y expliquer ça aussi avant qu'il voit son animal. Ça se peut qu'il ait sa petite langue sortie, puis, mais il a le droit de se faire des câlins, il a le droit de se donner des becs, puis c'est correct, ça. Puis, ça permet aussi, moi je dis souvent que ça permet à ces enfants-là qui ont vécu tout le processus de devenir des messagers après pour les autres. Tu sais, puis même j'avais accompagné quelqu'un une fois qui avait perdu une petite fille, puis c'était un peu la même chose. Son garçon, c'était comme, il peut après devenir un messager pour les autres enfants parce que lui, il sait, sa petite sœur est incinérée, il sait c'est quoi, il l'a vu mourir, il lui a donné des becs quand elle est décédée. Puis, tu sais, ils vont le dire dans leurs mots à eux autres, puis ça va être simple et ça va être beau. Doux, plein d'amour aussi. Ça ne sera pas comme nous autres qu'on essaye des fois là, de dire des choses puis que ça ne sort pas comme on veut. Nous autres, tu écoutes un enfant parler puis c'est magique à la limite. Là. Et que oui, c'est important d'en parler avec les gens.
Oui, puis comme tu le dis, c'est un messager pour ses amis, mais c'est aussi un adulte de demain qui Ah comprendra oui, la mort, qui l'enseignera à ses enfants. Fait que si on commence déjà à aller vers les enfants, c'est le futur de nos générations qui vont peut-être mieux apprivoiser cette mort-là. tu sais, l'analogie que j'ai envie de faire, là, c'est quand, à l'époque, là, ils ont décidé de recycler. Ils ont décidé de dire aux adultes de recycler. Ça n'a pas tant fonctionné. Puis c'est les enfants, tu sais, ma fille est née en 85, donc ça donne une idée, mais c'est les enfants qui nous emmenaient des papiers pour lire, puis c'est eux autres qui nous chicanaient pour dire « Hey, ça va pas là, ça va là, c'est du recyclage. » Fait que c'est les enfants qui ont éduqué les parents. Là, maintenant, là, c'est pire que... Ben, c'est pire, c'est mieux que mieux, je dirais. Pas pire que pire, mais c'est des enfants qui sont très, très... Les nouveaux enfants, ils sont hyper conscientisés au recyclage. Mais ça va faire des enfants qui vont être hyper conscientisés au deuil et à la mort si on les éduque eux autres en premier. C'est ça, exactement. En tout cas, c'était vraiment très, très intéressant. On passera encore des heures à vous écouter parce qu'on est juste au tout début de nos connaissances. Mais en fait, on va pouvoir passer des heures avec vous puisque vous offrez chacune une très belle formation dans le coffret que les gens peuvent écouter pendant 1 an. Donc, vous pouvez réécouter autant de fois que vous voulez. Vous pouvez l'écouter avec votre mari aussi, avec vos enfants et puis pratiquer les enseignements. Alors toi, José Masson, tu offres la formation, une toute nouvelle formation, concept sur le deuil et les pertes vécues par les jeunes. Peut-être en quelques mots, dis-nous ce que les gens vont pouvoir retrouver dans ta formation. Ben, les enseignements de base, hein, quoi dire, quoi pas dire, les facteurs d'influence, qu'est-ce que c'est vraiment, quoi faire, quoi éviter de faire. On est vraiment dans la base, mais on ne peut pas aller plus loin. C'est ça la première chose à faire, mais c'est en toute simplicité puis en toute vérité. Puis tu sais, ça, je pense que c'est ça qui est important, c'est ne faut pas rendre les choses complexes parce que les gens ne vont pas le faire. Moi, c'est à la plus simple expression. Super. Et toi, Lynn, tu offres donc une toute nouvelle formation aussi, sensibilisation au deuil animalier. Alors aussi, en quelques mots, qu'est-ce que les gens vont pouvoir en ressortir? Ben, c'est exactement comme Josée, c'est la base de la base. Puis même, je pars avec c'est quoi un deuil pour que je me disais, s'il y a des gens qui, parce qu'éventuellement, ce sera une formation qui sera accessible aussi sans le coffret, c'est important pour moi de déjà à la base nommer c'est quoi un deuil, puis parce que souvent les gens disent ah oui, je sais c'est quoi, mais c'est quoi pour vrai? Quand tu le demandes, ah, c'est blablabla. Fait qu'on part de là, puis après ça, qui est-ce qui est endeuillé? Qui est-ce qui vit ce deuil-là? Le deuil animalier, c'est on dit d'office que c'est ceux qui ont des animaux de compagnie, mais encore. Fait qu'on parle de ça aussi. C'est les impacts que le deuil animalier peut avoir aussi. Je sensibilise à ça pour que l'objectif, là, finalement, de cette formation-là, c'est que les gens, quand ils vont avoir terminé, ils vont y penser à 2 fois avant de dire c'était juste un chien, va t'en chercher un autre et tout ça. Ils vont mieux, ils vont être plus présents, je crois, pour les personnes qui vont voir, qui vont leur annoncer le décès d'un animal de compagnie ou parce qu'ils ont dû s'en séparer. Exactement. Alors, merci infiniment à toutes les deux. Donc, je vous rappelle que le coffret contient 11 formations, 11 boîtes à outils, 11 manières d'avoir des repères, en fait, par rapport aux différents deuils qu'on peut vivre, par rapport aux différents états dans lesquels on va se retrouver, parce qu'il faut, on l'a bien compris avec José et Lynn, il faut traverser ce deuil-là, il faut mettre les mots, on l'a vraiment compris aujourd'hui, dire la vérité. Et nos enfants, nos conjoints, parce qu'on l'a dit avec les enfants, mais ça peut être aussi avec les autres personnes autour de nous, de savoir dire les vrais mots et on vivra mieux avec ça. Donc, je vous rappelle que le coffret est en vente jusqu'au 20 novembre. Allez sur les sites de Deuil Jeunesse, allez sur les sites de Lynn Pion. Je vous ai mis dans la partie conversée les 2 adresses des sites internet. Achetez le coffret avec nos formatrices. C'est aussi une manière de les remercier d'avoir fait partie de ce beau projet pour faire en sorte que la mort, le deuil soit moins tabou et qu'on soit mieux outillés, mieux équipés, nous, notre conjoint, nos enfants, pour mieux les traverser et être plus heureux finalement. Alors, merci infiniment à toutes les deux. Et puis, merci à tous ceux qui étaient avec nous aujourd'hui, qui vont nous écouter en rediffusion. Et je vous dis à demain pour un autre live. Merci, au revoir.